Bonjour, j'ai donné comme sujet à mon intervention manger un sujet de morale pour la littérature de jeunesse. En fait, apprendre à bien se nourrir n'est pas vraiment un sujet pour la littérature, car celle-ci va plutôt privilégier deux questions presque opposées, d'une part celle de la faim, d'autre part celle de la gourmandise. En effet, la question de la nourriture est immédiate dans la vie d'un individu, elle reste ensuite essentielle et même universelle. Elle est d'abord liée à la survie, indépendamment de toute considération d'hygiène ou d'équilibre alimentaire. Ainsi, les contes qui n'étaient originellement pas adressés à l'enfance sont hantés par cette question de la faim. Le Petit Poucet de Charles Perrault en est certainement emblématique, et la figure de l'ogre qui retourne le problème, puisque c'est l'enfant qui devient chair fraîche, et manger et se faire manger, tout cela renvoie donc à des besoins, des pulsions primitives, une sorte d'obsession qui est celle du loup ou du renard. Le roman de renard, par exemple, est par excellence le roman de la faim, dont on retient par exemple l'épisode intitulé Renard et les anguilles, qui fait partie des premières lectures de l'enfance. La plupart du temps, l'ogre, le loup ou le renard s'empiffrent. Ils se jettent sur la nourriture, comme le loup sur le chaperon rouge, mais aussi comme l'enfant sur les friandises, ainsi Sophie dans Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Donc, l'enfant, nous l'avons dit, est une proie aussi bien qu'un ogre, une proie dans la légende de Saint-Nicolas ou dans La Belle au bois dormant de Charles Perrault. Il est un ogre, comme Gargantua chez Rabelais, qui dévore dès sa naissance. Les ogres ne sont que de grands enfants livrés à leur pulsion par une sorte d'immaturité définitive. Ils représentent la part sauvage de l'enfant qui devient sa propre victime. On notera qu'en dehors de l'exemple de Sophie, chez la comtesse de Ségur, cette nourriture est toujours de la chair. Le légume est moins intéressant, au contraire des recommandations diététiques, et on verra que les livres d'aujourd'hui vont se tourner davantage vers ce légume qu'il faut à tout prix promouvoir. Mais les récits dont je parlais sont-ils vraiment des mises en garde? Ont-ils pour fonction de discipliner l'appétit ou de le mettre en scène d'une manière excessive? Autrement dit, la littérature peut-elle se mettre au service des bonnes pratiques alimentaires? Pour Rousseau, cela serait inutile, car si la gourmandise est le vice des cœurs qui n'ont point d'étoffe, elle est aussi la passion des enfants. Il ne la condamne pas chez eux, puisque ce mobile est un produit de la nature qui tient immédiatement au sens et qui se corrigera. Sur cette question, il se distingue des autres philosophes de son époque qui élaborent une littérature pour la jeunesse fondée sur la raison et sur le contrôle des passions. C'est le règne de ce qu'on appelle le conte moral qui se substitue au conte de fées et qui, aujourd'hui encore, peut trouver sa traduction dans un grand nombre d'albums, même si leur dimension morale ne s'affiche plus autant. Ne pas trop manger, c'est savoir se gouverner, c'est résister à la tentation ou à la pulsion. Dans ses conseils sur l'éducation, Madame de Genlis ne cesse de s'en prendre à la gourmandise qui nous rapproche des animaux. Grandir, ce serait donc se défaire de cette voracité, et le conte moral envisage la question du point de vue de l'esprit qui doit l'emporter sur le corps. Cependant, il doit toujours revenir à ce corps pour témoigner des dégâts physiques de la gourmandise. On ne compte pas les anecdotes qui les détaillent complaisamment et presque scatologiquement. On pourrait dire qu'il y a là une forme particulière de scatologie pour les enfants qui n'est pas liée au sexe. Ainsi, dans Les enfants qui veulent se gouverner eux-mêmes, d'Arnaud Berquin, Casimir et Julie ont obtenu le droit d'être leurs maîtres et ils en profitent pour avaler de gros morceaux de viande sans pain, prendre de la sauce à grande cuillerée et se verser de pleines rasades de vin. Les effets de ce régime ne tardent pas à se manifester, vomissements violents, convulsions, mal de tête, tiraillements d'entrailles, nausées, étouffements. Tout cela suffit à punir les enfants, moins d'ailleurs de leur gourmandise que de leur désir de liberté. On pourrait citer une multitude d'autres titres au hasard dans les récréations d'Eugénie de Madame de Renneville. La petite Collinette se fait prendre dans un piège à rats en voulant dérober des fraises. Dans l'alphabet de la petite gourmande d'Alida de Savignac, qui date de 1845, Aglaé a 6 ans et elle développe un malheureux penchant pour la gourmandise. Ces scènes se déroulent dans la haute société parisienne, puisque la gourmandise est le privilège des gens aisés. Lors d'un bal d'enfants, cette petite Aglaé échappe à la surveillance de sa mère pour s'installer dans une collation continuelle et elle avale des meringues, des quartiers d'orange glacés, des babas, des éclairs à la crème, au chocolat,
des condés à la marmelade, d'abricots, etc. Et l'énumération est d'ailleurs un trait distinctif de cette gourmandise également stylistique, pourrait-on dire. Et donc, cet amalgame indigeste de sirops de toutes sortes va produire son effet dans la voiture qui l'amène ensuite au théâtre. La petite Aglaé sent bouger la galimafrée qu'elle a entassée dans son estomac. Ce terme de galimafrée présente une saveur toute rabelaisienne qui va se confirmer, car la chaleur de la salle de théâtre fait qu'elle inonde le devant de la loge de quelques gouttes d'une dégoûtante rosée qui tombe sur les personnes assises sous elle, enfin devant elle. Mais le ton change quand Aglaé vole pour satisfaire sa passion. Dans cette littérature, le vol permet de donner de la gravité à la gourmandise, qu'on a quand même bien du mal à prendre au tragique. Et Aglaé doit visiter la prison des jeunes détenus comme punition. D'abord l'infirmerie, où l'on reçoit des enfants chétifs, malingres, souvent atteints de phtisie et de rachitisme. Ce sont des enfants du peuple, qui pourraient être plus vigoureux, nous dit-on, si leur famille comprenait les bienfaits de la sobriété. Au pain à la soupe maigre, aux légumes cuits, ils préfèrent la salade, la charcuterie, le fromage, qui coûte cher mais flatte le goût. Et les pauvres enfants, qui ont reçu de parents énervés une complexion délicate, prennent aussi l'habitude de la gourmandise, de mauvaises pâtisseries au beurre fort, des sucreries grossières, des fruits verts ou pourris qui empoisonnent leur premier âge et corrompent leur caractère. Toute cette production est oubliée de nos jours et a une connotation fortement socialisée, avec une distinction entre les riches et les pauvres. Et c'est pourquoi l'œuvre de la comtesse de Ségur prend un relief particulier. C'est une œuvre connue, et Les Malheurs de Sophie notamment évoquent spontanément au lecteur d'aujourd'hui plusieurs épisodes liés à la gourmandise. Ce sont devenus de véritables lieux communs, illustrant d'une part la spontanéité enfantine, d'autre part la rigidité maternelle. On voit Sophie se jeter sur la crème et sur le pain bis et en être malade. Puis, à une autre occasion, elle ne peut se retenir de s'arrêter dans la forêt pour manger de belles fraises, au risque d'être emportée par un loup énorme aux yeux étincelants. Au chapitre 16, Les fruits confits, elle cède encore une fois à la tentation et a fait un rêve où elle doit choisir entre un chemin raboteux qui mène au jardin du bien et un chemin agréable conduisant au jardin du mal, rempli de fleurs et de fruits qui semblent délicieux mais sont amers et empoisonnés. Dans la fin de Sophie, on peut dès lors voir un manque affectif. De nombreuses scènes témoignent en revanche d'une forme d'indulgence de la part de l'auteur, et l'œuvre de la comtesse de Ségur célèbre volontiers l'abondance, la beauté des fruits et le caractère alléchant des plats cuisinés. Les fêtes donnent l'occasion de multiplier les plats, et l'énumération des plats, encore une fois, est en elle-même une forme de délectation. Dans le dîner de Mademoiselle Justine, qui est une comédie et proverbe, faite donc pour être représentée, les domestiques vont déguster des huîtres, un potage aux œufs pochés, un gigot de chevreuil, une belle volaille, un homard en salade, des cardons à la moelle, une croûte aux champignons, un gâteau napolitain, une bavaroise au marasquin, etc. Et si la simplicité est célébrée dans l'auberge de l'Ange Gardien, de la même comtesse de Ségur, le mariage du général de Raquin et de Moutier sera l'occasion d'une autre énumération absolument fantastique de plats aussi étranges que possible pour des enfants qui n'ont pas forcément le caractère de la gastronomie. À en croire les nombreuses confidences des lecteurs, ceux-ci se sont régalés à la lecture de ces malheurs. Loin d'être vraiment punis, les petits gourmands ont ainsi droit à de belles histoires et même à de beaux livres sur la gourmandise. Et plus on avance dans le XIXe siècle, plus se développe le goût de l'album qui relève quelquefois de la bibliophilie. Récemment ainsi, la Bibliothèque nationale de France a mis en vedette un titre, Les gourmandises de Charlotte, publié chez Hachette en 1880. Ce livre, écrit par Jeanne Sanary et illustré par Job, est un des plus jolis livres d'enfants jamais parus, nous disent les amis de la BNF qui ont fait don de ce livre au site Gallica. L'auteur, mort juste après la publication de cet ouvrage, était une actrice à la mode qui a beaucoup inspiré les peintres et notamment Renoir. La conception de cet album, aujourd'hui très recherché, relève d'un geste mondain que confirme l'élégance des personnages. La petite fille de 4 ans a désormais le droit à l'impertinence, elle refuse tout à tour de la soupe, de la panade, du racaou, du chocolat, du bouillon, de la soupe au lait, de la bouillie, en s'exclamant non, 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 je veux du coco en sucre, j'en veux, na. Et les osors aussi. À ne manger que du sucre, elle va rapetisser jusqu'à tomber dans une tasse de chocolat, puis à manquer de périr bouillie dans une casserole. Un rat la trouve trop maigre et la prend comme servante. Ayant réussi à se sauver, elle se repent et se remet à manger. Mais elle se bourre et gonfle. Écoutant enfin les recommandations du docteur,
À déjeuner, un œuf à la coque, une côtelette et des pommes de terre. À dîner, du bon bouillon, de la sole et du poulet. Elle devient au bout d'un mois la plus jolie petite fille de Paris et elle se promet de ne plus jamais manger de sucreries. Cet enfant dispose certes d'un statut privilégié et en 1878, Hector Malot exposait encore Rémy, le héros de Sans famille, aux limites extrêmes de la faim, rappelant avec emphase la condition des enfants pauvres. Ce dénuement absolu apparaît désormais comme le comble du mélodrame, même si le retour d'une certaine misère redonne de l'actualité à cette thématique. On pourrait citer par exemple la réécriture du conte de Grimm, Hansel et Gretel, le début de la fin, par Alice Zeniter, publié en 2018. Aujourd'hui, le jeune lecteur est pris entre deux injonctions. D'une part, il est alerté sur la faim dans le monde, d'autre part, il est convié à une célébration de la gastronomie. Et le mot festin revient dans de nombreux titres de récits. Il s'applique désormais à la lecture elle-même, qui autrefois devait également rester mesurée. Ainsi, on peut avoir comme titre La littérature jeunesse a-t-elle bon goût, titre d'un ouvrage publié par l'Agence nationale des pratiques culturelles de la littérature jeunesse. Et le journal Sud-Ouest célébrait le 25 mai 2017 un festin de littérature jeunesse à Mangelivre. Il n'est donc plus nécessaire de paraître condamné comme autrefois ce qu'on célèbre, et la fin de lire justifie le goût pour les bonnes choses. Mais l'histoire n'est jamais terminée puisque de nouvelles thématiques apparaissent, et ainsi avec le terme de sobriété qui s'impose dans notre actualité. Sur le site Babelio, on peut découvrir une page intitulée La sobriété heureuse dans les albums jeunesse, mais aucun titre ne concerne l'alimentation. Nos sociétés d'abondance sont désormais gouvernées par la crainte de l'obésité. Il ne s'agit donc plus de s'attaquer à la gourmandise comme péché, mais d'inculquer des comportements hygiéniques. On s'aperçoit que les listes traitant de cette hygiène sont généralement adressées aux tout petits, car cette thématique, comme j'ai indiqué au début, n'est guère romanesque. Ce sont essentiellement des livres de découverte où l'argument fictionnel est absent ou du moins très mince. En ce sens, l'album perpétue les fonctions du conte moral d'une manière oblique. Il s'agit souvent de faire l'éloge du légume. Au hasard, quelques titres. Burke, encore des légumes, par Sylvie de Minthusieux. La fabuleuse histoire des légumes, par Evelyne Bloch d'Anneau. La princesse qui détestait les légumes, par Marjorie Pressman. Lily n'aime que les frites, par Dominique de Saint-Mars. Ou encore Marlène grignote tout le temps, par Dominique de Saint-Mars également. On voit donc qu'il s'agit de prendre au départ des excès de la part d'enfants qui vont, comme dans les récits de Berquin au XVIIIe siècle, être guéris et prendre de bonnes habitudes diététiques. Alors, témoin de cette croyance, on peut lire sur un site La soupe aux lentilles, écrit par Carotte Tremblay, illustré par Maureen Pignoniec, est tout à fait indiqué pour le mois de la nutrition. Il nous fait découvrir en quelques devinettes la provenance des ingrédients d'une soupe aux lentilles. Je terminerai sur ce fait, sur ce que j'appellerais la croyance dans la vertu des ouvrages, de la littérature ou en tout cas des textes documentaires pour inculquer de bonnes pratiques alimentaires aux enfants. Il semble au contraire, d'après les exemples que j'ai rapidement ici énoncés, que le péché de gourmandise ou les excès ou les infractions à la diététique sont plutôt des arguments romanesques qui permettent de mettre en scène des enfants, de les faire tomber dans des travers, de les en punir et éventuellement de les corriger, mais personne n'y croit puisque ces histoires se renouvellent perpétuellement. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question et ma réponse n'est peut-être pas une réponse directe dans la mesure où, je le répète, la littérature a certainement moins pour fonction d'apprendre à bien se conduire que de se délecter devant la vue et la description des mauvais comportements. Merci.